aux États-Unis. Le 12 avril 1915 sort sur les écrans le film qui deviendra le premier classique de la filmographie de Charlie Chaplin, The Tramp, le vagabond. Après une année passée au sein des studios Keystone, Charlie Chaplin signe un contrat chez Essanay Film Manufacturing Company, pour qui il devra réaliser 14 films contre un salaire hebdomadaire de 1 250 $, assorti d'une prime à la signature de 10 000 $. Même si ses premières réalisations au sein de son nouveau studio sont encore empreintes de son travail chez Keystone, Chaplin impose son rythme et même s'il tourne ses 7 premiers films en l'espace de 3 mois, il adoptera la cadence d'un seul film par mois contre un film par semaine chez Keystone. Dès le départ, il consacre beaucoup de temps et d'énergie dans chacune de ses réalisations. Ses scénarios sont plus subtils. Ses films durent désormais 20 minutes, soit 2 bobines. Son personnage se complexifie de film en film pour arriver à maturité dans The Tramp, le 6e film que Chaplin réalise pour le compte d'Essanay. The Tramp raconte l'histoire d'un vagabond qui sauve une jolie jeune fille de 3 voleurs. Pour le remercier, elle l'invite à la ferme de son père. Celui-ci lui offre alors un travail qu'il accepte, mais ne connaissant rien au métier de la ferme, il enchaîne les gaffes. Les 3 voleurs reviennent rôder près de la ferme et, croisant le vagabond, lui proposent de voler l'argent du fermier et de partager le butin. Charlot accepte, mais reste loyal à son patron et le prévient. Lorsque les voleurs passent à l'action, Charlot se blesse et est pris en charge par la fille du fermier dont il est fou amoureux. Charlot pense alors que son amour pour la jeune fille est réciproque, mais déchante lorsque le petit ami apparaît. Malheureux d'amour, Charlot laisse un mot et s'en va. Dans le registre du film comique, Chaplin innove avec une fin résolument triste. On éprouve quelque chose de nouveau pour ce personnage autrefois qualifié de malveillant, rustre et grossier. De la pitié et de la compassion. Cet effet est accentué par le fondu au noir et à l'iris qui deviendra presque une tradition. Le rôle de la fille du fermier est tenu par Edna Purviance, qui tourne avec Chaplin depuis son second film chez Essanay, A Night Out, Charlot fait la noce. Alors qu'il était à la recherche d'un second rôle féminin pour ce deuxième film, Chaplin remarque une jeune et jolie secrétaire d'à peine 20 ans dans un café de San Francisco. Edna deviendra sa compagne et l'actrice principale de tous ses films pour les 10 ans à venir, en tournant avec lui pas moins de 35 films. Depuis ses débuts en 1914, la popularité de Chaplin n'a jamais été aussi grande. Si grande qu'Essanay ne tarde pas à investir dans la commercialisation de l'image du petit vagabond. Ainsi, on retrouve Charlot dans des chansons, des poèmes, des bandes dessinées, des dessins animés, mais aussi dans des bols, des assiettes ou des mugs. C'est un véritable phénomène culturel. Les produits dérivés associés à un personnage de cinéma sont nés. Depuis Les Aventures de Dolly, son premier film tourné en 1908, David Wark Griffiths aura réalisé pas moins de 495 films avant de s'atteler à l'adaptation du livre de Thomas F. Dixon Jr. paru en 1905, The Klansman, An Historical Romance of the Ku Klux Klan. Ce 497e film s'intitule Naissance d'une nation. Naissance d'une nation raconte le déroulement de la guerre de sécession et la reconstruction qui a suivi, à travers le destin de 2 familles amies, l'une sudiste, les Cameron, et l'autre nordiste, les Stoneman. Ce film rassemble l'ensemble des techniques cinématographiques que Griffiths a acquises au cours de ses années passées derrière la caméra. Par la diversité de ses mouvements de caméra et l'utilisation de différentes valeurs de plan, dont de magnifiques gros plans de ses actrices, qui deviendra sa marque de fabrique, Griffiths crée un langage filmique basé sur le montage qui pose les fondations du langage cinématographique moderne. D'une durée de 190 minutes, Naissance d'une nation se divise en 2 parties. La première partie traite de la guerre de sécession. Griffiths y compose de véritables tableaux en insérant sa fiction au cœur de plusieurs reconstitutions, fac-similés de lieux et d'événements historiques. On peut y voir par exemple une reconstitution minutieuse de la seconde bataille de Petersburg qui s'est tenue du 15 au 18 juin 1864. Autre reconstitution mémorable, Elsie Stoneman et son frère Phil viennent assister à une représentation de la pièce Notre cousin d'Amérique de Tom Taylor au théâtre Ford à Washington, le soir du 14 avril 1865. C'est précisément lors de cette représentation dans ce théâtre, ce soir-là, que le président Abraham Lincoln fut assassiné.
Les acteurs jouent dans ce qui est une copie conforme du théâtre Ford tel qu'il était ce soir précis, tant par sa taille que dans ses détails, où les événements se déroulent tels que rapportés à l'époque. La deuxième partie du film traite de la reconstruction et de la tentative délibérée de la part des politiciens nordistes dont fait partie le père Stoneman de détruire la culture traditionnelle sud en mettant les esclaves affranchis au pouvoir par le biais d'élections truquées. Le parti pris est résolument sudiste et révisionniste. Le film glorifie la ségrégation et adopte le point de vue de la cause perdue. Les Afro-Américains y sont décrits comme étant une menace pour la vie publique et notamment pour les femmes blanches, irrespectueux et désordonnés. À cette époque, il n'est pas rare que les rôles principaux de noirs soient joués par des blancs maquillés, jouant la carte de la caricature stéréotypée. Dans cette deuxième partie, on assiste également à la naissance du Ku Klux Klan fondé par l'aîné des fils Cameron et qui nous est présenté comme un organisme libérateur qui permit de mettre fin à l'anarchie du régime noir. Le film se termine sur l'image d'une foule opprimée par le dieu mythique de la guerre et qui se retrouve soudainement en paix sous l'image du Christ. La première du film a eu lieu le 8 février 1915 à Los Angeles. La sortie nationale a eu lieu quant à elle le 3 mars 1915. Dès sa sortie, le film est attaqué par la NAACP, l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, qui lance une campagne de boycott. Malgré cela, le 15 mars 1915, la Commission nationale de révision autorise le film après avoir obtenu la suppression de quelques séquences parmi les plus violentes. Cette version révisée ne satisfait nullement les attentes des partisans de sa censure car elle n'ôte rien à son caractère raciste. Le 30 mars 1915, le maire de New York donne raison aux détracteurs du film et demande à son tour des coupes à l'intérieur du film. Il n'obtiendra que la suppression de la scène finale où les Afro-Américains sont déportés en Afrique. Lorsque le film est projeté, des émeutes éclatent et plusieurs villes refusent d'autoriser la projection du film, craignant de nouveaux affrontements interethniques. Son caractère violent est un catalyseur dans l'agression d'Afro-Américains. Malgré cela, le film est un véritable succès, à tel point qu'il fut le premier à être projeté à la Maison-Blanche en 1915 pour Woodrow Wilson. La popularité du film est telle qu'elle provoque la renaissance du Ku Klux Klan le 16 octobre 1915 et la signature de la charte des chevaliers du Ku Klux Klan le jeudi 25 novembre 1915, date du Thanksgiving. Capitalisant sur le succès du film, Thomas F. Dixon Jr. réalise une suite, Fall of a Nation, qui sort dès 1916 et sera un échec commercial. Cette suite est considérée aujourd'hui comme irrémédiablement perdue. Truffé d'erreurs historiques et véhiculant des clichés racistes, le film fait encore aujourd'hui l'objet de controverses. Malgré cela, Naissance d'une nation est considéré comme le premier blockbuster produit à Hollywood, rapportant la somme exceptionnelle de 50 millions de dollars, record qui ne sera battu que 24 ans plus tard, par Autant en emporte le vent de Victor Fleming. En France, le 13 novembre 1915 sortent sur les écrans les 2 premiers épisodes du nouveau film de Louis Feuillade, Les Vampires. D'une durée totale de 7h20, le film est découpé en 10 épisodes d'une durée variable, comprises entre 15 et 60 minutes et qui sortiront entre novembre 1915 et juin 1916. Le 3e épisode sera le dernier à sortir en 1915. Ainsi, les spectateurs découvrent le jeune reporter Philippe Guérande, campé par Édouard Maté, qui mène une enquête sur une bande de criminels qui se font appeler les vampires. Ils découvrent également Mazamet, campé par Marcel Lévesque, vampire repenti et accessoirement faire-valoir comique de Guérande. Dans ce premier épisode intitulé La tête coupée, Philippe Guérande doit enquêter suite à la découverte dans un marais du corps décapité d'un inspecteur de police qui enquêtait sur les vampires. La tête de la victime n'ayant pas été retrouvée. Le ton est donné. Louis Feuillade continue de participer à la genèse du genre policier. Il crée un univers double, à la fois familier et terriblement bizarre, mêlant réalité et onirisme en travaillant l'esthétique de la profondeur de champ et qui sera d'une importance cruciale pour l'évolution du film à suspense. Après Fantomas, Louis Feuillade reprend le concept de l'antagoniste qui peut revêtir plusieurs identités au gré de déguisements soignés. Ce grand méchant, c'est le grand vampire, interprété par Jean M. Et entouré de sbires portant souvent des justocorps noirs et des cagoules les rendant inidentifiables. Il est bon de rappeler que dans le contexte particulier de la Première Guerre mondiale, Louis Feuillade dirigeait des artistes réformés qui pouvaient néanmoins être récupérés par les autorités militaires. Du jour au lendemain, ces interprètes pouvaient lui faire défaut, mais étant l'auteur, il pouvait modifier son scénario à loisir. Ainsi,
En raison de la non-disponibilité impromptue de certains acteurs, il faisait disparaître certains personnages plutôt que prévu. Le troisième épisode, le Cryptogramme rouge, sorti le 4 décembre 1915, voit l'arrivée du personnage emblématique de la série, Irma Vep, campée par Jeanne Roch, alias Musidora, alors âgée de 28 ans. Ses yeux noirs, sa peau blanche, son maquillage et sa garde-robe exotique ont fait de Musidora une des actrices les plus populaires et emblématiques du cinéma européen. Pour toute une génération, cette beauté moderne sera l'incarnation de la femme fatale. Son personnage, Irma Vep, est une chanteuse de cabaret affiliée aux vampires. Plus tard dans la série, elle apparaît en souris d'hôtel cagoulée et vêtue d'une combinaison noire moulante. Ce personnage étrange, d'un érotisme certain, connaît un très grand succès populaire et enthousiasme les surréalistes qui en feront plus tard une de leurs égéries. Les épisodes suivants verront l'arrivée de nouveaux antagonistes tels que Satanas et Venenos. Mais l'actrice aux multiples talents, féministe affirmée, constituera véritablement le cœur et l'âme du film et fera des vampires l'apogée de la carrière de Louis Feuillade.